Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va continuer sur la série aussi la Lune en maison. Et cette semaine on s'est intéressé donc à la Lune en maison 8 dans le thème d'astrologie védique. Donc pour découvrir qu'est-ce que ça peut donner comme dynamique d'avoir la Lune dans la maison 8 de son thème en astrologie védique Jyotish. On va invoquer Ganesh et ensuite on continue donc sur ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Chandraya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, la Lune en maison 8, donc on est sur la transformation intérieure comme chemin de conscience. La Lune, je le rappelle, donc c'est le mental, les émotions, la psychologie, le bonheur, la sécurité intérieure, le vécu subjectif des choses aussi. Enfin, c'est beaucoup de choses. On va pas rappeler toutes les significations. La maison 8, c'est une maison particulière. C'est une maison d'Ustana, une maison compliquée, une maison considérée comme maléfique, entre guillemets. Alors, j'utilise un peu moins maintenant les mots maléfiques ou bénéfiques parce que c'est des étiquettes qu'on donne en Jyotish qui sont vraiment parfois difficiles à comprendre et qui peuvent être mal interprétées. Mais en tout cas, la maison 8, effectivement, est considérée comme maléfique, maison difficile. Et le maître de la maison 8 aussi, en général, dans le thème, il va nous amener, en tout cas, ça veut pas dire qu'il va nous amener que du mauvais ou nous créer des problèmes, mais en tout cas, il va nous amener à faire un travail sur nous important dans notre karma pour pouvoir évoluer. Donc c'est effectivement une maison de transformation intérieure comme chemin de conscience. La maison 8, c'est la transformation, transmutation, c'est la maison des profondeurs, des choses mystiques, occultes, des vérités cachées, des choses un peu souterraines aussi, mais aussi ça mène vraiment un côté très profond au niveau spirituel, sauf que c'est une spiritualité qui va se découvrir par des crises, ça peut être par des crises existentielles qui vont nous amener à comprendre des choses un peu dans la douleur, la souffrance, voire beaucoup, et nous amener à nous transformer. Donc quand on a la Lune ici, ça veut dire qu'on a la Lune, le mental, Manas, l'esprit conditionné, qui est pris dans cette matrice de la maison 8. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de facile ou d'évident comme position. C'était vraiment très différent de ce qu'on a vu avec la Lune en maison 7 la dernière fois. Donc ici, le mental aussi va être attiré par tout ce qui est invisible, secret, tabou, occulte, mystique, mystérieux, etc. Ça invite aussi à une exploration intérieure profonde. Et par contre, tout ce qui est au niveau de la Lune, la sécurité émotionnelle, le niveau émotionnel peut être vraiment mis à mal. Ça va être difficile, ça va pas forcément être évident au niveau de stabiliser les émotions. Et c'est pour ça qu'après, ça peut conduire à des choses difficiles, des comportements d'addiction, à des troubles psychiques ou psychologiques aussi importants, en fonction évidemment du reste du thème aussi, mais la Lune maison 8 du coup crée quand même une fragilité au mental, à la psychologie, qui peut après conduire à des choses qui sont difficiles aussi. C'est pour ça que c'est considéré aussi comme un placement entre guillemets du coup maléfique. Alors ça va nous donner un mental intense, intuitif, pénétrant, qui va aussi donner une psychologie qui cherche à comprendre les choses, mais pas les choses en surface, mais de manière très profonde. Parce que c'est très bon, par exemple, aussi pour les scientifiques, pour les personnes qui font de l'astrologie védique, par exemple, aussi, des choses où on doit chercher, comprendre ce qu'il y a derrière, le sens caché, avec un côté un peu non conventionnel, occulte, mystique, etc. Donc ça peut être très intéressant, un mental vraiment pénétrant, très puissant. Sensibilité aussi aux non-dits, aux ambiances, aux secrets, on va sentir tout ça. Un goût pour l'introspection, la psychologie, l'occulte, la spiritualité, et évidemment aussi, très intéressant à ce niveau-là. Mais un fonctionnement émotionnel qui va être complexe, qui va être difficile à suivre pour les autres, parfois déroutant, qui va pas être linéaire justement, qui va être non conventionnel, qui va être très intense aussi par transformation, par vague, très mouvementé. Donc pas évident, mais en tout cas une psyché très intéressante aussi, très profonde. Donc il y a un grand potentiel aussi spirituel, après un certain travail pour arriver vraiment à canaliser son mental et ses émotions. Donc au niveau psychologique, ça peut amener des peurs profondes ou diffuses sans trop comprendre le pourquoi du comment, effectivement. Pas toujours évident.
fascination pour les situations de crise, situations extrêmes, et ça peut amener aussi à vivre des situations de crise, des situations extrêmes aussi. Euh, Difficulté à se sentir en sécurité émotionnelle, à se sentir apaisé au niveau intérieur, au niveau émotionnel, évidemment, du coup, et tendance à ruminer ou à s'absorber dans l'intensité. Donc il y a une intensité, une profondeur, mais à la fois ça peut être un très grand potentiel psychique, intuitif aussi, et un très grand piège parce qu'on peut rester bloqué là-dedans. Et donc, c'est pas forcément évident, encore une fois, à gérer ce type de mental avec ce placement. Des oscillations émotionnelles marquées, régulières et parfois difficiles, du coup. Donc, il y a vraiment un travail, on verra après des outils qu'on peut utiliser pour canaliser, stabiliser tout ça. Et les forces que ça peut donner sont aussi les mêmes faiblesses, difficultés que ça peut donner aussi. Alors, au niveau karmique, la maison 8, donc, c'est un espace de transformation. Qui est lié aussi, bon, on le sait, à la longévité, mais aussi à la mort. C'est un espace ici, au niveau de renaissance intérieure. Donc la lune en maison 8 va amener des mémoires émotionnelles aussi anciennes, donc il y a beaucoup de karma aussi, de choses derrière. Confronte l'âme à la perte, au lâcher-prise, à l'impermanence, et oblige à transformer cette peur qu'il peut y avoir en lucidité. Le travail personnel, il est là, c'est sortir des émotions, de la peur aussi, d'autres émotions difficiles, en conscience, en lucidité. Et karmiquement, l'âme apprend ici que la vraie sécurité vient de l'intérieur. Et on verra, ça peut poser des difficultés dans les relations aussi, à ce niveau-là. Et le contrôle émotionnel doit céder à la conscience. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de contrôler des émotions qui partent dans tous les sens, qui sont fluctuantes et qui font des montagnes russes, on va essayer d'être en conscience. Et là, on va pouvoir utiliser, on pourrait dire, le meilleur de cette maison. Alors du coup, ce placement, sans conscience, alors quand on dit sans conscience, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est pas à prendre d'une manière péjorative, c'est simplement quand on verra après l'opposition avec conscience, c'est-à-dire avec un travail sur soi en fait, dire si on reste sans faire un vrai travail sur soi et qu'on subit un petit peu du coup ce placement finalement, bah, ça peut amener effectivement des difficultés au niveau émotionnel, des crises émotionnelles répétées, la peur de perdre, peur de mourir, alors symboliquement, parce que ça peut être symbolique, hein, pas forcément mourir tel quel, mais ça amène aussi des crises, des deuils, des choses comme ça, qui peuvent être des deuils aussi liés à des relations, à toutes sortes de choses dans la vie, pas forcément la mort en particulier telle quelle. Attirance pour le chaos, les choses destructrices, ça peut amener vers des relations toxiques, destructrices aussi, finalement, et un mental obsédé par ce qui échappe au contrôle. Du coup, donc une souffrance liée à l'attachement aussi, donc un besoin de se détacher. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles à gérer avec ce placement. Et c'est pour ça qu'il y a un travail intérieur à faire, un travail spirituel, un travail personnel, ce qui va ramener de la conscience là-dedans. C'est pour ça que sans, entre guillemets, conscience, bah, on peut être bloqué dans ces thématiques, dans ces pièges. Et avec de la conscience, avec un travail sur soi, on peut du coup évoluer et en faire ce qu'on a à en faire avec ce karma, qui est encore une fois pas là pour nous punir ou nous embêter, mais pour nous amener à travailler des choses. Donc avec effectivement un travail sur soi, de spiritualité ou autre, ça peut donner la capacité à traverser les crises sans s'y perdre aussi. Ça va nous amener à accepter l'impermanence, à comprendre l'impermanence des choses, la fluctuation des choses et que c'est un ordre naturel des choses et à une transformation émotionnelle profonde, une compréhension très profonde de la psyché des émotions aussi, une intuition vraiment affinée, profonde et un discernement intérieur qui sinon est étouffé par les vagues émotionnelles. Et la profondeur ici va remplacer l'intensité brute, en fait, on pourrait dire, une intensité mais qui est incomprise, qui est submergente. Et là, on va pouvoir au contraire distinguer les strates, la profondeur des choses en conscience avec lucidité. Mais ça va demander effectivement un vrai travail intérieur pour arriver à ce niveau. Alors au niveau relations, couple, etc., les relations peuvent être vécues comme transformatrices. Effectivement, alors dans tous les sens, hein, ça peut être transformatrice de manière bénéfique ou difficile. Attirance pour des liens karmiques forts, parce qu'on cherche de l'émotion forte aussi, de la profondeur. Donc ça va attirer souvent vers des personnes qui vont amener ça. Donc souvent avec des liens karmiques, des choses à régler dans la relation, des choses qui font écho de l'un à l'autre dans la relation. Donc ça peut être aussi parfois une relation toxique ou difficile, parce que ça va être en général assez intense. Ça peut amener de la dépendance émotionnelle aussi au niveau inconscient. Et il y aura un besoin d'authenticité vraiment aussi dans les relations intimes pour vraiment se sentir aussi en confiance. Et ici, ce sera important de ne pas confondre entre intensité et amour. C'est pas parce qu'il y a de l'intensité qu'il y a de l'amour forcément. Et ça peut être un schéma de confusion qu'on peut retrouver aussi du coup à ce niveau-là. Au niveau émotionnel, donc ça peut amener sensibilité accrue effectivement au choc émotionnel. Le stress souvent va être intériorisé. Et du coup, souvent il va augmenter, il va être très, très important.
Risque d'angoisse si les émotions sont refoulées aussi. Besoin de pratiques de purification mentale, en fait, de respiration, méditation, hygiène émotionnelle. On va en parler un petit peu après. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau émotionnel ici qui est majeur avec ce placement. Après, évidemment, ça donne des capacités à travailler dans l'accompagnement, psychologie, thérapie, alors aussi tout ce qui est recherche, investigation, accompagnement des crises, parce qu'on comprend les crises, on les vit de l'intérieur, capacité à aller au fond des choses, et le succès va dépendre de la stabilité émotionnelle intérieure. La clé, ça va être pour arriver à utiliser ce placement dans son meilleur, d'arriver à stabiliser les émotions, ne pas s'identifier aux émotions ou aux crises ou aux drames des autres aussi, du coup, à ce niveau-là. Alors, conclusion, on peut dire que la Lune en maison 8 enseigne l'art de la transformation consciente. Les crises deviennent des passages initiatiques. Encore une fois, tout dépend comment on les vit, mais c'est un rôle initiatique. La profondeur émotionnelle est un potentiel, pas une condamnation, une punition ou autre, même si elle est difficile à gérer, à intégrer. Quand la Lune est intégrée, justement, le mystère devient sagesse, la peur devient lucidité. Donc avec la Lune en maison 8, la sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la conscience. Donc encore une fois, on va aller chercher de la conscience. Alors des techniques qui peuvent être intéressantes et nous aider, par exemple Nadi Shodhana, un pranayama de respiration alternée, en le faisant de manière lente, consciente, sans trop forcer les rétentions, sans pratiquer pendant des heures non plus. Ça va apaiser l'agitation émotionnelle, harmoniser l'axe lunaire, ça harmonise les nœuds lunaires aussi, sans stimuler l'excès. Donc ici, ça va calmer le mental et en plus ça fait du bien pour d'autres choses. Nadi Shodhana par exemple. Ou simplement, observation simple du souffle. On se pose en méditation, on observe le souffle, la respiration. Tout simplement, un peu comme c'est Anapana, en fait Anapanasati, qu'on trouve plutôt dans le bouddhisme cette fois, la méditation d'observation du souffle que le Bouddha a apporté, en fait, dans son cheminement, notamment. Simplement ça va être très bien aussi. Ou ce qu'on appelle posture du témoin, observer ses émotions, ses pensées, sans analyser, sans contrôle, sans recherche d'expérience particulière. Et surtout ne pas s'identifier justement à ce qui se passe. Et ça, c'est des pratiques qui vont être bénéfiques pour ce placement, qui vont canaliser, stabiliser les émotions et sortir de l'identification à ce qui se passe et à cette intensité qu'on vit en permanence. Donc voilà quelques exemples de pratiques en faisant attention aux respirations pas trop intenses, pas trop longues au niveau des rétentions, et éviter les pratiques trop intenses ou trop puissantes qui pourraient au contraire augmenter l'intensité qu'il y a déjà. Alors toujours sur le site vedic-coaching.com, si vous voulez votre thème de naissance védique, donc la carte de votre naissance avec la position des planètes en signe, en maison, en nakshatra, etc. Du coup, c'est gratuit en vous inscrivant sur vedic-coaching.com. Il y a un onglet avec découverte, etc. Alors ça arrive sous parfois quelques jours, parfois une dizaine de jours, en fonction des possibilités. C'est pas toujours évident aussi. En tout cas, voilà, vous pouvez obtenir ça sur le site et sur vedic-coaching.com aussi. La newsletter, vous recevez ces vidéos YouTube directement et un article sur le Jyotish, les sciences védiques le mardi, le tuto le jeudi, un autre article le dimanche un peu plus spirituel. Donc il y a toute une dynamique. Vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous avez tout ça directement par mail. Vous pouvez aussi commenter en dessous, du coup, et continuer à vous abonner aussi éventuellement sur la chaîne YouTube pour avoir les infos. C'est comme vous préférez. En tout cas, si vous voulez votre thème védique, vous pouvez le récupérer comme ça. Et sachez aussi que si vous voulez vous former, on propose toujours la formation certifiante du Dr David Frawley, qui est une sommité mondiale dans tout ce qui est Jyotish, Ayurveda, Yoga, etc. C'est une formation certifiante avec un certificat signé du Dr Frawley. Vous pouvez voir tous les détails sur le site. Et le module 1 aussi disponible seul, qui est les fondations de l'astrologie védique et qui donne déjà beaucoup de choses pour commencer à apprendre le Jyotish, que ce soit à titre personnel ou professionnel dans une reconversion. Après, si les accompagnants dans tout ce qui est yogique, ayurvédique, védique ou autre, ou même thérapeute en général, du coup, ça va forcément vous aider dans l'accompagnement de comprendre le thème de naissance de vos patients ou clients, des personnes que vous accompagnez. Voilà, s'il y a des questions, vedic-coaching.com, formulaire de contact, et je vous dis à très bientôt.